Bonjour, deuxième émission sur les institutions. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un parlementaire et au cœur du sujet, le mandat impératif et en dernière partie, une application d'un mandat particulier, une commission d'enquête. On reviendra sur le sujet. Nous accueillons aujourd'hui Michel Lambolet du réseau social laïque et André Bellon, président de l'Association pour une constituante et ancien président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, on tire au sort. On fait une élection. Qui veut commencer sur cette présentation de ce que c'est que le mandat d'un parlementaire? André, ça serait peut-être vous le plus adapté. J'aurais une tendance à dire un parlementaire, du moins à mon sens, n'existe pas s'il n'a pas un mandat. Un parlementaire, c'est un représentant. Et cette idée a un peu été oubliée. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les citoyens pensent, et pas trop souvent à tort d'ailleurs, que les parlementaires ne les représentent pas. Voilà. Un parlementaire doit représenter les citoyens qui l'ont élu. Voilà. On a oublié ça, c'est une évidence. S'il ne fait que représenter son parti, il ne représente pas les citoyens au sens propre. Donc il faut retrouver cette notion de représentant. Et si par exemple des thèses complètement antidémocratiques et antirépublicaines comme le tirage au sort se sont répandues, c'est parce que quelque part, justement, les élus ne sont plus perçus comme des représentants. Et donc, comme ayant un mandat. Quand ils sont élus, ils sont élus sur la base d'un certain nombre de propositions sur la manière dont ils conçoivent la vie publique, sur leur relation avec les citoyens, etc., etc. Toutes choses qu'ils doivent respecter. C'est leur rôle. Voilà. Et donc, il faut retrouver vraiment ce mot représentant est au cœur de la vie publique démocratique. Avant de revenir sur cette question, Michel, une réaction et un point de vue sur cette... Ce qui est important, il y a une chose très importante que vient de dire André. Il est élu par des gens, par des citoyens. C'est un suffrage universel. Le suffrage universel, il ne vient pas de nulle part. Il est le résultat d'une lente évolution de notre société vers la démocratie. Ce sont tous nos citoyens qui devraient élire des parlementaires. Et effectivement, la question démocratique aujourd'hui, c'est que de moins en moins de citoyens votent. Il y a donc une interrogation prégnante pour nos démocraties. Ce n'est pas le suffrage pour remettre en cause. Ce qui est remis en cause, c'est l'exécution de ce suffrage. Et la véritable question, c'est comment faire en sorte que le contrat de représentation passé entre les citoyens qui élisent et le représentant qui devrait représenter soit respecté. Sur le mandat parlementaire, il y a eu des élections législatives récemment, et puis un certain nombre de citoyens ont découvert, c'était, alors qu'ils vont élire un député de leur circonscription qui leur se rapproche, c'est un mandat national. Et il a été difficile de faire comprendre qu'il n'y aurait pas de clientélisme, mais qu'il n'y aurait pas une intervention spécifique géographique du député, et de ce que pouvait être un mandat national. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat national dans le contexte de l'élection des députés? Alors qu'on a tendance à protéger et intervenir sur les gens de sa circonscription. Un député, il est membre de l'Assemblée nationale. Donc, par définition, un mandat national. Il a un mandat national sur la base d'une élection qui est faite dans un cadre géographique limité et celui d'une partie des départements. Voilà. Enfin, une partie dans le département. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne porte pas la parole au niveau national. D'ailleurs, tout citoyen est concerné par la politique nationale. Donc, de ce point de vue, il y a une certaine logique. La question après, c'est comment le citoyen peut-il vérifier ce que fait le parlementaire, ça lui convient, et comment peut-il le contrôler? C'est une idée qui date depuis les débuts de la démocratie, le contrôle des élus.
C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, il y a, dans la tradition républicaine, le compte-rendu de mandat, fait par le député de temps en temps. Bon, puisque j'ai eu l'honneur d'être moi-même député, moi je faisais au moins une fois par an dans chaque commune, il y en avait 100 dans la circonscription, très large, il y a 300. Et au moins une fois par an, un compte rendu de mandat. Alors après, ça se passe différemment suivant les endroits où on est. Mais il faut qu'il y ait ce contact avec les citoyens. Alors après, il peut y avoir sanction du parlementaire qui ne respecterait pas son rapport aux citoyens et donc le mandat qu'ils lui ont accordé. Alors ça, c'est le débat auquel on est confronté aujourd'hui. Quand on dit par exemple mandat révocatoire, c'est le fait que les citoyens pourraient, dans des conditions à définir, évidemment, c'est pas tous les matins, c'est pas trois citoyens seuls, mais comment pourrait-il dire nous voulons contrôler l'activité de notre député et nous constatons que ça ne correspond pas à ce qu'on attendait. D'où l'idée des mandats impératifs. Bon, dans les débuts de la Révolution, le mandat impératif a été refusé, d'ailleurs il n'est pas constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'on considérait que chacun venait avec une pensée, une relation avec ses citoyens, du moins ceux qui l'avaient élu, mais que dans le débat général qu'il allait y avoir dans l'Assemblée, les positions pouvaient évoluer, ce qui est normal dans tout débat. Donc, il n'y avait pas d'impératif, mais il y avait une discussion parlementaire qui a mené à une conclusion. Le problème est, est-ce que cette conclusion doit être définitive, puisqu'il n'y a aucun impératif, ou, au contraire, doit-on revenir devant les citoyens pour leur dire « vous m'aviez donné mandat de faire une chose, mais finalement, la discussion a montré qu'il fallait faire autrement », et qui à ce moment-là, comment dirais-je, une nouvelle confiance accordée ou pas. C'est tout ce problème des relations entre l'élu et ses mandants, puisqu'il s'agit bien de ça, qui est en cause, et c'est à ça qu'il faut que nous réfléchissions, sinon il n'y a plus de lien entre les citoyens et leurs élus, c'est ce qui est en train de se produire. On voit bien que ce lien se distend, et au profit d'un lien uniquement entre les élus et leur parti. Et c'est la crise de régime dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je fais une pause. Maintenant, le mandat impératif en lui-même, donc on sait qu'il est interdit dans la Constitution actuelle. Quel serait l'intérêt de sa mise en place et en dehors de l'élection d'une constituante, comment pourrions-nous le mettre en place? Est-ce qu'on peut l'expérimenter localement ou est-ce qu'il faut effectivement une refondation totale de nos institutions? Alors, deux éléments avant de répondre à cette question. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut savoir d'où vient la charte. C'est important de le comprendre parce que ça renvoie à notre histoire, en particulier à la construction d'institutions qui visent d'abord à élire un homme, qui n'ont pas un parti, qui n'ont pas un programme. Ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, pourquoi les gens ont perdu confiance dans les institutions? C'est ça qui est la question. Pourquoi les gens s'imaginent qu'on est tous pourris? Une vraie question, mais ça renvoie à la construction d'un ensemble de critères économiques qui dépassent la nation. Lorsque, par exemple, vous êtes élu en 81 pour mettre en place un programme alternatif au libéralisme, et qu'en 84, vous changez tout, que l'école publique devient un sujet accessoire et qu'à partir de 86, un certain nombre de vos militants commencent à construire le marché commun, effectivement, ça interroge. Parce que, grosso modo, ces gens n'avaient pas forcément été élus pour ça. Donc, il y a eu des conflits à l'intérieur d'un certain nombre de partis qui ont été sous le boisseau, clairement. Donc, effectivement, un certain nombre de militants, d'associations, ont
perdu confiance, les positions du tout retrouvées. Alors c'est une vraie question, ça. Est-ce que le mandat impératif aujourd'hui pourrait remettre en place cette confiance que les gens n'ont pas, et qu'une certaine élite demande? Mais une petite coupure. Sur l'exemple de 1981, est-ce qu'en fait, les citoyens qui ont voté n'avaient pas inconsciemment un mandat impératif dans la tête, mais que la loi et les institutions en place, c'est le mandat libéral, c'est-à-dire qu'on rendait compte qu'au moment des élections. Et si effectivement entre les deux on n'a pas respecté sa parole, on s'en prendra qu'à soi-même, mais il est écrit nulle part qu'on doit absolument respecter ce qui s'est passé promis dans les élections. Oui, enfin. Je fais mon avocat du diable et la provocation. Non, non, mais très bien. Qu'il soit inscrit nulle part, qu'on doit respecter totalement un mandat, oui, ça peut se discuter. Cela étant, dans le cas précis de 83 d'ailleurs, Non pas chez 83, c'est pas 83, il y avait quand même quelque chose de très clair. Alors on était pour, on était contre, ça, peu importe. Il n'empêche que François Mitterrand a été élu sur la base de quelque chose qu'on appelait le programme commun. Et c'était le programme sur lequel il avait été élu, qui était à la fois une alliance politique et un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Voilà. 83, alors, il faudrait peut-être revenir sur les raisons qui ont fait que soudain la question se pose en 83, mais là, ce sera une autre émission. Mais, en 83, il décide de faire une autre politique. Ça veut dire qu'il fait une politique qui n'est pas celle pour laquelle il a été élu. Et comme nous sommes dans un système présidentiel qui ne dit pas son nom, il entraîne de ce fait et son parti et l'Assemblée. C'est comme ça que ça s'est passé. La logique démocratique basique aurait voulu, je change de politique, je reviens devant les électeurs pour leur demander l'autorisation. Oui, mais la réponse dans ces moments-là, c'est ce n'est pas écrit dans la Constitution, ce n'est pas la démocratie. C'est pour ça qu'on entend encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. C'est pour ça que je pense, j'ai écrit pas mal de choses en la matière sur ce sujet, sur cette période, c'est pour ça que je pense que ceux qui veulent faire du remaniement ou du bricolage dans le cadre institutionnel actuel ne peuvent pas y arriver, parce que ce qui est en cause, c'est le système global. La manière dont il est vécu, la manière dont il est perçu, les institutions qui sont en place, d'où l'idée d'élire une constitution. Voilà. Alors, ce qui fera l'objet d'une autre émission. On fera une autre émission spécialement sur la Constitution. Je profite de ce moment pour dire la Constitution, y compris dans le régime de la 5e, est un bien public. D'ailleurs, la Constitution de 58 a été ratifiée par un référendum. On peut discuter la manière dont ça a été ratifié, ce qui se passait, le contexte. Bon, il n'empêche qu'il y a eu un référendum. Donc, l'idée de base, c'est bien le peuple, souverain au titre de l'article 3, décide ce qu'est la Constitution. On peut se demander d'ailleurs pourquoi il y a eu autant de modifications, plus de vingtaine, je crois. 22. 22 ou un peu plus, oui. Pourquoi il n'y a pas eu à chaque fois référendum? Il y a des fois c'est mineur, il y a des fois c'est pas mineur. Bon. Par ailleurs, il peut y avoir un contrôle de la Constitution par un organisme qui s'appelle le Conseil constitutionnel, c'est un organisme, de par sa Constitution, purement politicien, et par les dirigeants politiques, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, le président du Sénat, avec un renouvellement tous les 3 ans. Bien. Pourquoi cet organe-là définit ce qui est constitutionnel alors que le titulaire de la valeur constitutionnelle, c'est le peuple? Il y a là une contradiction qui fait que je me suis demandé, ça fait partie des débats qu'on doit avoir,
s'il ne serait pas logique de dire que lorsqu'il doit y avoir un changement, ou lorsqu'on peut contester une loi, puisque c'est bien le Conseil constitutionnel qui va dire la loi est constitutionnelle ou pas, pourquoi il ne pourrait pas y avoir, dans ce cas précis, des citoyens qui demandent un référendum d'initiative pour contrôler la constitutionnalité des lois ou pour poser le problème de changement constitutionnel. Maintenant, le mandat impératif en lui-même, donc on sait qu'il est interdit dans la Constitution actuelle. Quel serait l'intérêt de sa mise en place et en dehors de l'élection d'une constituante, comment pourrions-nous le mettre en place? Est-ce qu'on peut l'expérimenter localement ou est-ce qu'il faut effectivement une refondation totale de nos institutions? Alors, deux éléments avant de répondre à cette question. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut savoir d'où vient la cinquième République. C'est important de le comprendre parce que ça renvoie à notre histoire, en particulier à la construction d'institutions qui visent d'abord à élire un homme, pas un parti, et non pas un programme. Ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, pourquoi les gens ont perdu confiance dans les institutions? C'est ça qui est la question. Pourquoi les gens s'imaginent qu'on est tous pourris? C'est une vraie question, mais ça renvoie à la construction d'un ensemble de critères économiques qui dépassent la nation. Lorsque, par exemple, vous êtes élu en 81 pour mettre en place un programme alternatif au libéralisme, et qu'en 84, vous changez tout, que l'école publique devient un sujet accessoire et qu'à partir de 86, un certain nombre de vos militants commencent à construire le marché commun, effectivement, ça interroge. Parce que, grosso modo, ces gens n'avaient pas forcément été élus pour ça. Donc, il y a eu des conflits à l'intérieur d'un certain nombre de partis qui ont été sous le boisseau, clairement. Donc, effectivement, un certain nombre de militants, d'associations, ont perdu confiance, et ils s'y sont du tout retrouvés. Alors, c'est une vraie question, ça. Est-ce que le mandat impératif, aujourd'hui, pourrait remettre en place cette confiance que les gens n'ont pas, et qu'une certaine élite demande? Mais une petite coupure. Sur l'exemple de 1981, est-ce qu'en fait, les citoyens qui ont voté n'avaient pas inconsciemment un mandat impératif dans la tête, mais que la loi et les institutions en place, c'est le mandat libéral, c'est-à-dire qu'on rendait compte qu'au moment des élections. Et si effectivement entre les deux on n'a pas respecté sa parole, on s'en prendra qu'à soi-même, mais il est écrit nulle part qu'on doit absolument respecter ce qui s'est passé promis dans les élections. Oui, enfin. Je fais mon avocat du diable et la provocation. Non, mais très bien. Qu'il soit inscrit nulle part. On doit respecter totalement un mandat. Oui, ça peut se discuter. Cela étant, dans le cas précis de 83 d'ailleurs, Non pas chez 83, c'est pas 83, il y avait quand même quelque chose de très clair. Alors on était pour, on était contre, ça, peu importe. Il n'empêche que François Mitterrand a été élu sur la base de quelque chose qu'on appelait le programme commun. Et c'était le programme sur lequel il avait été élu, qui était à la fois une alliance politique et un certain nombre de mesures à mettre en œuvre. Voilà. 83, alors, il faudrait peut-être revenir sur les raisons qui ont fait que soudain la question se pose en 83, mais là, ce sera une autre émission. Mais, en 83, il décide de faire une autre politique. Ça veut dire qu'il fait une politique qui n'est pas celle pour laquelle il a été élu. Et comme nous sommes dans un système présidentiel qui ne dit pas son nom, il entraîne de ce fait et son parti et l'Assemblée. C'est comme ça que ça s'est passé. La logique démocratique basique aurait voulu, je change de politique, je reviens devant les électeurs pour leur demander l'autorisation. Oui, mais la réponse dans ces moments-là, c'est ce n'est pas écrit dans la Constitution, ce n'est pas la démocratie.
C'est pour ça qu'on entend encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. C'est pour ça que je pense, j'ai écrit pas mal de choses en la matière sur ce sujet, sur cette période. C'est pour ça que je pense que ceux qui veulent faire du remaniement ou du bricolage dans le cadre institutionnel actuel ne peuvent pas y arriver, parce que ce qui est en cause, c'est le système global. La manière dont il est vécu, la manière dont il est perçu, les institutions qui sont en place, d'où l'idée d'élire une constitution. Voilà. Alors, Ce qui fera l'objet d'une autre émission. On fera une autre émission spécialement sur la Constitution. Je profite de ce moment pour dire la Constitution, y compris dans le régime de la cinquième, est un bien public. D'ailleurs, la Constitution de 58 a été ratifiée par un référendum. On peut discuter la manière dont ça a été ratifié, ce qui se passait, le contexte. Bon, il n'empêche qu'il y a eu un référendum. Donc, l'idée de base, c'est bien le peuple, souverain au titre de l'article 3, décide ce qu'est la Constitution. On peut se demander d'ailleurs pourquoi il y a eu autant de modifications, plus de vingtaine, je crois. 22. 22 ou un peu plus, oui. Pourquoi il n'y a pas eu à chaque fois référendum? Il y a des fois c'est mineur, il y a des fois c'est pas mineur. Bon. Par ailleurs, il peut y avoir un contrôle de la Constitution par un organisme qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui est un organisme, de par sa Constitution, purement politicien, décidé par les dirigeants politiques, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, le président du Sénat, avec un renouvellement tous les 3 ans. Bien. Pourquoi cet organe-là définit ce qui est constitutionnel alors que le titulaire de la valeur constitutionnelle, c'est le peuple? Il y a là une contradiction qui fait que je me suis demandé, ça fait partie des débats qu'on doit avoir, s'il ne serait pas logique de dire que lorsqu'il doit y avoir un changement, ou lorsqu'on peut contester une loi, puisque c'est bien le Conseil constitutionnel qui va dire la loi est constitutionnelle ou pas, pourquoi il ne pourrait pas y avoir, dans ce cas précis, des citoyens qui demandent un référendum d'initiative pour contrôler la constitutionnalité des lois ou pour poser le problème de changement constitutionnel. Avant de revenir sur de venir sur la troisième et dernière question d'un mandat spécifique et d'une commission d'enquête, on verra sur quel sujet. Dernier tour de table, si j'ose dire. Comment mettons en place le mandat impératif aujourd'hui en France? Et est-ce qu'on peut le faire? Encore une fois, je ne pense pas que la question se pose comme ça. La question, c'est la question du contrôle des citoyens sur la vie publique. C'est le respect du mandat, avec éventuellement la sanction des élus. Il faut voir comment, quand, dans quel contexte, etc. Je ne pense pas qu'on puisse le régler uniquement par un mot et une mesure. C'est trop simple. Comment on contrôle le rôle des élus? Est-ce que le système institutionnel actuel le permet? Je ne le pense pas. Dans un autre système, est-ce qu'on peut le faire autrement? Et en particulier, moi j'ai évoqué, bon, enfin, il y aurait sûrement d'autres possibilités, ça va de soi. Mais j'ai évoqué la manière dont les citoyens pourraient contrôler une loi, disant elle correspond à ce que nous avons voulu lorsque nous avons voté pour la Constitution, plutôt que le Conseil constitutionnel qui est un machin politicien. Bon, mais il y aurait plein d'exemples. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Et se réfugier uniquement derrière un mot, je ne crois pas beaucoup. Michel? D'un point de vue théorique, la réponse à cette question, c'est comment contrôler les élus. Elle est faite d'un point de vue théorique. Je suis partidaire. Grosso modo, si un parti fait une bêtise, l'autre parti va dire « Oh, regardez comment il fait une bêtise ». Donc théoriquement, c'est un mécanisme parfait. On voit bien que ça marche pas. 56% d'abstention. Ouais. On voit bien que ça marche pas.
Donc il y a un autre souci, c'est qu'effectivement, à l'intérieur des logiques partidaires, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'en fait, l'argument rationnel a laissé la place à autre chose. Moi, j'appelle ça la confusion. Le confusionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'explique pas ces décisions invectives, polémiques, et on ne débat plus. C'est ça qu'on fait. On ne débat plus. Il y a des sujets qui deviennent tabous, on ne sait pas trop pourquoi. On ne doit pas parler de ça, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une morale qui s'installe, on ne sait pas trop pourquoi. Donc effectivement, toutes ces logiques font qu'aujourd'hui, en fait, je sais pas, prendre une image. À force d'entendre crier son voisin, on finit par se dire qu'il nous fait chier. Et effectivement, aujourd'hui, les logiques partidaires font qu'on crie. On hurle, on n'explique plus. Et le fait est que pour contrôler une démocratie, parce que c'est ça dont on parle, hein, une démocratie, c'est la souveraineté du peuple, il n'y a pas de différence pour moi entre la souveraineté du peuple et la souveraineté nationale, parce que la nation c'est son peuple, c'est aussi simple que ça, il ne faut pas trouver des trucs bizarroïdes à expliquer, non, la nation c'est son peuple. Donc effectivement, dans ce cadre, comment trouver des éléments qui pourraient nous permettre de contrôler les élus, de dire, bon, c'est pas parce que ton opposant dit ça que forcément il a tort. Tu vois, il y a peut-être quelque chose que tu as mal fait. Et il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. Parce qu'effectivement, ça nécessite aussi que les citoyens participent à l'élaboration des travaux. Participent à la mise en place des lois, réfléchissent ensemble à la mise en place des lois. Ce qui nécessite à un moment donné des moyens considérables, des réflexions. La démocratie a un temps, si on veut vraiment qu'elle fonctionne. Il faut du temps pour que les gens, aujourd'hui on peut dire, ah bah oui, mais tout le monde a accès aux lois, c'est vrai, il y a Internet, on lit des lois, en théorie, oui, ah bah c'est beau. Ouais, enfin, je vous mets au défi de comprendre, hein, des fois, hein. Je vous mets au défi de comprendre. Et effectivement, à un moment donné, la vraie question, c'est comment on fait comprendre aussi. Comment des citoyens d'une circonscription, qui ont des logiques de circonscription, ce qui est tout à fait normal, peuvent penser à l'intérêt général. C'est ça la bonne question, parce qu'on est dans une réalité. Alors ensuite, effectivement, il peut y avoir plusieurs moyens de sanction. Ça, c'est encore autre chose. La vraie question, c'est comment on réimplique les gens. C'est ça qui est important. Sur la Concorde, on a interviewé Claude Kaiser, le maire de Ménil-la-Horne, du côté de la Moselle. C'est une commune de 180 habitants. Il est à l'origine un peu de Commercy, des ADA, etc. Et il a dit un mot sympa, on vous invite à regarder cette interview, où il dit, moi je ne suis qu'un gestionnaire en tant qu'élu, les décideurs c'est l'assemblée locale du village qui se réunit toutes les semaines. Et c'est même pas de la démocratie participative, c'est de la démocratie directe, où ce sont les citoyens qui débattent et qui mettent en œuvre eux-mêmes. Je suis pas sûr d'avoir jamais compris ce que veut dire participative. Une démocratie, une vraie, elle est participative. Si elle n'est pas participative dans le sens... Alors, la subtilité... Oui. La subtilité qui se cache derrière, c'est que dans le participatif, on vote sur un projet, mais c'est pas forcément nous-mêmes qui le mettons en place pour construire et relever les manches. Ça, c'est la technique. Le problème, pourquoi on a inventé tous ces mots participatifs? Parce qu'on sent bien qu'on n'est plus en démocratie. Et justement, à Ménil-la-Horne, ils ont relancé le débat, le fameux débat que l'on ne voit plus nulle part, et c'est à l'échelle de la commune. Donc relancer le débat à l'échelle de la commune sur cet exemple-là ou sous un autre, c'est quelque chose d'essentiel. Effectivement, avec la crise Covid, on nous a encore plus atomisés derrière nos ordinateurs, on empêchait de nous réunir, et donc il faut réapprendre à redébattre, à se rencontrer, au même titre que je fais un parallèle, c'est en tant que média que je dis ça, que les grands investisseurs dans le capitalisme des médias, quand ils rachètent, ils éliminent l'investigation. C'est-à-dire chercher l'information, gratter, comprendre, etc. Voilà. On a fait le tour sur le mandat impératif. Ça permet de repasser au sujet comme vous l'avez dit. La troisième et dernière partie. Le peuple. Le peuple. Et la mise en pratique d'un mandat qu'on va imposer un peu, ou qu'on va chercher à poser. C'est un mot
C'est comme la langue des hommes, hein, c'est le meilleur que le pire. On en parle tout le temps, il faut savoir ce que c'est. Le peuple, c'est les citoyens organisés en tant qu'espace politique. C'est-à-dire, il y a politique. On nous dit le peuple n'existe plus, il ne fait plus, les citoyens ne s'intéressent pas à la politique. Ce qui m'énerve, c'est tous les gens qui disent ça, alors qu'ils ont tout fait pour que les citoyens ne s'y intéressent pas. Il y a eu 2 événements dans les 20 dernières années qui prouvent que le peuple, ça existe, et ça a des choses à dire. 1, le référendum de 2005. 2, les gilets jaunes. Alors, dans les 2 cas, on peut discuter la manière, la méthode, oui. N'empêche que dans les 2 cas, il y a eu un mouvement, et dans les 2 cas, il y a eu répression. Sous des formes différentes, mais alors qu'on ne dise pas, le peuple ça n'existe pas et ça ne veut pas, non. On ne veut pas qu'il s'exprime. Alors, les gilets jaunes, c'est comme tout mouvement populaire, il y a du bien, il y a du mal, il y a du contestable, il y a du critiquable, il y a même du condamnable. D'accord. Il y a de l'infiltration. Bon, il y a de l'infiltration. Comme dans les toits. Bien entendu. Il n'empêche qu'il y a eu un mouvement qui était authentiquement populaire. Et qui continue d'exister, par exemple, c'est un coin que je connais, du côté du rond-point de Bandol, depuis 4 ans, ils sont toujours là, tous les mercredis. Bon. On doit réexaminer ces événements. Je pense qu'il faudrait examiner pourquoi un pouvoir politique a bafoué la volonté des Français en 2005. Je pense qu'il faut examiner ce qui s'est passé réellement pour les Gilets jaunes. Le bien, le mal, le contestable, tout. Un exemple que je cite toujours, parce que c'est là qu'il y a eu quand même un basculement de l'opinion, l'histoire de l'Arc de Triomphe. Pourquoi n'importe quel fonctionnaire crétin savait qu'il y avait un risque de dégradation parce que c'est un symbole. Bon, pourquoi l'Arc de Triomphe n'a-t-il pas été protégé par les Français? Avec la suite qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'il y avait un oubli, une volonté, en fait. Donc, tout ça doit être examiné. Pourquoi on doit l'examiner? D'abord parce que ça a été un événement considérable, mais aussi parce que quelque part, le contrat social du fond de la République disparaît dans ce pays. Au fil de trucs parcellaires, il y a des débats absurdes en ce moment sur n'importe quoi. Pourquoi le contrat social n'est-il plus là? Parce que lorsqu'il y a une émanation du peuple, c'est-à-dire une volonté collective qui se manifeste, encore une fois, avec ses biens et ses mal, on ne veut pas l'écouter, ou même on la réprime. Et pour rétablir ce contrat social, puisqu'on a cet exemple, il faudrait que les assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, se saisissent dans des commissions d'enquête parlementaires. Ça existe, chaque assemblée les décide, puis après elle fait ses enquêtes, pour savoir ce qui s'est passé exactement dans la période des Gilets jaunes, pourquoi une telle répression, pourquoi une telle violence, qui l'a décidé, avec quel but, avec quel moyen, de telle manière à recréer, au travers de l'analyse, encore une fois, des biens, des mal, etc., pour recréer la confiance. Et donc le contrat social. C'est fondamental dans la période actuelle. S'il n'y a pas de contrat social, il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie, quelque part, il n'y a plus de paix. Alors Michel, en réaction à ce que vient de dire André, avec la question, est-ce que parallèlement à cette commission, il ne faudrait pas aussi que sur le terrain, il y ait des débats sur les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes? Parce qu'il n'y en a pas eu. C'est en parallèle. Du coup. Mais il n'y en a pas eu. Il faudrait aussi l'organiser. Moi, j'ai une vision un petit peu différente de celle d'André sur la crise des gilets jaunes, parce que moi, je suis syndiqué. La répression des mouvements syndicaux, je connais. Les gilets jaunes n'ont pas été le premier mouvement social qui a été réprimé. Je peux vous citer un exemple. Voilà, lorsque j'ai manifesté contre les lois de Khomri, par Walf, Khomri, c'était mal fait. Je me souviens qu'on a défilé, parce qu'on était considérés comme des criminels,
Il y a une innovation avec les gilets jaunes. Une vraie. C'est l'utilisation des LBD. Et ça, effectivement, c'est particulièrement dégueulasse. Il y a une deuxième innovation avec les gilets jaunes. C'est la mise en place de forces de sécurité qui n'étaient pas adaptées au maintien de l'ordre. Lorsque vous mettez en place des équipes qui ne sont pas habituées au point de vue des forces de sécurité au maintien de l'ordre, vous obtenez des accidents et vous obtenez même des dérapages contestables d'un point de vue judiciaire. Et qui est responsable derrière? C'est ça la vraie question. C'est ça le sens aussi de la commission d'enquête. Déterminer les responsables. Parce qu'il y a des responsables. Ce ne sont pas des violences policières. Ce sont des violences politiques d'État. Et c'est très important de faire la distinction. Avec ce petit bémol, n'étant pas en état d'urgence, il faut quand même savoir qu'il y a l'article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 83 qui est devenu un article du nouveau code de la fonction publique qui oblige les fonctionnaires à désobéir à un ordre manifestement illégal. Et sur l'exemple du LBD, c'est l'article 4 du code de la police et gendarmerie, si ma mémoire est bonne, c'est le même texte. Le LBD étant une arme de guerre, il n'aurait jamais dû être utilisé, et beaucoup d'agents de force de l'ordre le savaient, mais n'ont pas désobéi. Est-ce que là, on n'a pas aussi un problème, on va dire, presque structurel, où on a des fonctionnaires qui auraient eu le devoir de désobéir, comme dans d'autres situations plus récentes avec la crise Covid, et ils ne l'ont pas fait. Et là, je pose la question aux syndicalistes. La vraie question qui se pose, alors, outre le LBD, c'est pas une question individuelle qui doit renvoyer à la décision individuelle du fonctionnaire. Est-ce que les forces de police présentes lors de la répression des Gilets jaunes étaient qualifiées pour le faire? Non. Pourquoi les forces de police n'étaient pas qualifiées pour le faire? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs de police formés à la mise en œuvre du maintien de l'ordre public dans l'espace public. Cette question en entraîne une autre. Lorsque vous n'avez pas suffisamment d'effectifs et que clairement vous organisez le maintien de l'ordre avec des moyens technologiques, vous allez renforcer ces moyens technologiques sur la mise en œuvre du maintien de l'ordre. C'est les robots. Donc effectivement, à un moment donné, il faut prendre les questions par le bon bout. Il ne faut pas prendre les questions par rapport à une décision individuelle. Ces gens sont dans un collectif, d'abord. Ces gens sont dans des équipes, d'abord. Et effectivement, c'est encore la même logique que partidaire, partisan. Nous sommes dans des organisations. Ces organisations obéissent à des logiques. Si jamais nous n'avions pas nommé un préfet qui a réprimé, qui a été nommé pour réprimer, effectivement, à un moment donné, nous n'aurions peut-être pas eu les mêmes logiques du maintien de l'ordre. Un troisième aspect qui a été oublié dans les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont fait quelque chose de parfaitement nouveau dans leur protestation. Ils ont investi des lieux qui n'étaient pas investis avec une symbolique forte. Les défilés des syndicalistes, en règle générale, c'est entre République et Nation. C'est pas sur les Champs-Élysées, c'est pas dans les ronds-points, c'est pas dans les ronds-points, et c'est pas, il n'y a aucun syndicaliste qui aurait le culot de vous dire, eh ben, si on doit aller à l'Élysée, on rentrera à l'Élysée. Alors là, ça, je crois qu'à un moment donné, là, il y a une vraie innovation dans ce point de vue-là. Il y a eu une vraie peur de ce mouvement social. Effectivement, les moyens de répression ont été mis en place, et il n'y a pas eu que la violence politique qui a été mise en œuvre au travers de la police. Il y a aussi la violence médiatique, il y a eu la violence symbolique, de faire passer les Gilets jaunes pour des, excusez-moi, mais pour des pauvres, alors qu'en fait, clairement, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui évoquaient des soucis. Ils ont mis en place des plateformes, on a suivi ça. D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas fini, puisque en fait, moi j'ai vu passer des appels sur le 12 novembre. Donc en fait, ça marche pas quand vous avez un problème, que vous tapez dessus sans respecter
la loi, ça ne marche pas. Donc, c'est important cette commission d'enquête. Alors, avant de finir sur la question technique et pratico-pratique de cette commission d'enquête et la pétition qui tourne au-dessus, pour faire toute la lumière sur la période la crise des Gilets jaunes, je voudrais revenir une dernière fois sur l'aspect de la désobéissance des fonctionnaires. Alors effectivement, ce n'est pas du tout une logique individuelle, mais pour avoir posé cette question dans plusieurs réunions auprès de fonctionnaires, la plupart du temps, beaucoup ne savaient pas le détail de cette loi, ou ce qui est devenu maintenant une ordonnance. Certains savaient qu'ils avaient la possibilité de désobéir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quels que soient les policiers ou les gendarmes à qui on pose la question, ils la connaissent collectivement par cœur. Donc, effectivement, ils pouvaient très bien se dire, on fait un travail où on n'a pas assez de moyens, c'est pas fait pour, etc., et prendre pour prétexte la loi qui est pour eux, à savoir de désobéir par rapport au LBD. Donc ça, c'est une question quand même de fond. Ont-ils eu peur? Est-ce que le poids de la hiérarchie était trop fort? Est-ce qu'ils ont une logique de non-soumission? Quel est le problème à ce niveau-là? Pourquoi ils n'ont pas désobéi avec le LBD? Ce problème est un vieux problème qui a été évoqué par un grand penseur du XIXe siècle, qui a évoqué le concept d'aliénation. Et effectivement, ce concept d'aliénation, c'est la construction du consentement. Et cette construction du consentement, vous aurez beau avoir des règles, les gens obéiront quand même. Alors, c'est pas un tour de passe-passe que je suis en train de faire, parce qu'effectivement, la construction du consentement, c'est pas évident à décrire. Ça nécessiterait beaucoup plus de temps pour réfléchir. Et on va donner un exemple. Extrêmement concret. Vous faites passer les gilets jaunes pour, des gauchistes fachos. Passons le truc. C'est comme ça. Hein. Et fondamentalement, ces gens sont dangereux pour la société. Les policiers que vous employez sont là pour faire respecter l'ordre. Donc, vous créez un conflit à l'intérieur de leur... Un homme, c'est un homme, réfléchis. Vous créez un conflit entre est-ce que je désobéis et je laisse s'installer cette bande de hordes de casseurs qui vont casser, voire égorger nos fils et nos compagnes dans le cadre de leur révolte sociale qui devient politique, ou est-ce que je vais faire confiance à mes chefs pour maintenir l'ordre et obéir aux ordres qui me sont donnés, ce qui me permettra de garantir les institutions, donc mon salaire, et aussi ma normalité. C'est une vraie question, ça. Et elle se pose pas simplement aux questions, elle se pose pas question aux forces de l'ordre. Parce que les violences politiques, c'est pas des violences policières, c'est différent. Les policiers, dans les violences politiques, sont des instruments. On leur demande de faire plus que leur métier. Mais il faut le faire passer comme l'exécution de leur métier. Donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça demande de réfléchir au concept d'aliénation. Donc, la vraie question qui est posée derrière cette obéissance, à mon sens, si jamais on ne peut pas dire aux forces de l'ordre qui n'ont obéi aux ordres, que clair, ce sont des salauds, ce ne sont pas forcément des salauds. C'est de dire, attendez, vous formez des gens qui s'appellent des CRS pour le maintien de l'ordre. Ok. Mais pourquoi vous utilisez des gens de la BAC qui ne sont pas du tout formés pour ça? C'est une vraie question, ça. Et elle ne renvoie pas à la question. Parce que de toute façon, ces questions d'obéir ou de désobéissance, ça nécessite un approfondissement. La désobéissance, elle se construit. Mais on ne désobéit pas pour faire n'importe quoi, on désobéit parce qu'on a un projet derrière. Parce que derrière, on se dit, ça fonctionne pas, et ça peut pas fonctionner, parce que je remets en cause moi-même mon métier qui garantit le contrat social, parce que dans n'importe quelle société, malheureusement, vous aurez besoin de police. Et d'où peut-être aussi le taux effarant de suicide chez les policiers, qui sont peut-être, et ça c'est peut-être une autre commission d'enquête, ou c'est complémentaire à celle des Gilets jaunes, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un taux de suicide plus important que ceux qu'il y a eu à Orange. Pour terminer, André, puisque c'est toi qui as lancé la commission, enfin la pétition pour la commission d'enquête,
enquête. En quelques mots, synthétiquement, techniquement, c'est quoi? C'est on signe une pétition pour obtenir quoi? D'abord, c'est un appel. Faire une pétition, c'est une manière de montrer un rapport de force. Non, un appel, c'est des gens qui répondent à un appel, qui veulent participer à ce appel. Donc, on souhaite qu'il y en ait le maximum possible. On en a déjà pas mal, plusieurs centaines, répartis sur tous les territoires, y compris les docteurs d'ailleurs. Donc, c'est déjà ça. Deuxièmement, les personnes qui ont, les citoyens qui ont signé cet appel, on leur suggère de prendre contact avec leurs parlementaires, députés et sénateurs, en leur envoyant, soit alors il y a diverses manières, leur envoyer une lettre en disant je souhaite une commission d'enquête parlementaire, nanana, pour telle et telle raison, et répondez-moi s'il vous plaît. Il y a une manière de les aborder, par exemple, sur les marchés. Ça m'arrivait, donc j'espère que ça arrive encore, que les parlementaires aillent sur les marchés, discutent avec les citoyens. Bon, les interpellent à ce moment-là, pourquoi pas se fassent filmer lorsqu'ils interpellent. À ce moment-là, on peut mettre en ligne l'image des contacts, etc. Il peut y avoir différentes formes. Nous avons envoyé cette demande de commission à tous les groupes parlementaires, Assemblée et Sénat. Cette occasion, on a découvert qu'il y en avait beaucoup, une vingtaine. Le président du Sénat m'a répondu qu'il transmettait la demande à la commission des lois. J'ai donc envoyé une lettre au président de la commission des lois, Philippe Audas, en lui disant qu'on était à sa disposition pour en parler. Maintenant, on verra bien quelles sont les réponses, mais en toute hypothèse, c'est une manière de se mobiliser et en rapport avec les élus. C'est pas une manière de les mettre à mal. C'est une manière de leur dire vous êtes parlementaire, voilà, voilà tel problème, on vous le soumet, et on veut en parler avec vous et agir avec vous. Voilà. Et ça fait partie du jeu démocratique normal dont nous parlions tout à l'heure. Plutôt que d'être là à regarder ce que font les parlementaires en disant ah ben c'est pas bien ou en disant bah c'est comme ça. C'est pas une manière de faire vivre la démocratie, ça. Là, c'est une manière de la faire vivre. C'était une table ronde sur les institutions avec comme question centrale le mandat du parlementaire, qu'est-ce qu'un parlementaire, jusqu'à le cas pratique de la commission d'enquête sur les Gilets jaunes. On était avec Michel Lambolet du réseau social laïque et André Bellon de l'association pour une constituante. Merci. Merci. Allez.